En fait, on aurait dû inviter Mathéouche, quoi. C'est lui. Moi, j'ai plus rien à vous transmettre. Ça s'arrête. Moi, je fais de la compta maintenant. C'est mon activité. Coucou tout le monde, c'est le Code Review épisode 40 comme quoi, comme la pointure de Kendrick Lamar, une information révélée par Drake lors d'un clash qu'il a perdu, oui, mais il a sorti le meilleur morceau avec Family Matters. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Je suis toujours accompagné de mes numéros 10, la reine de l'internet français, Sandra Gomez. Comment vas-tu ? Ça va au top, merci. C'est toi la reine maintenant. Je suis trop contente de revenir. C'est vrai que tu n'étais pas là pour la première, ouais. Car tu avais beaucoup de travail aussi. Je suis partout maintenant. Tu es sous l'eau. Oui, je suis partout. Mais tu nous as beaucoup manqué. Ah, bah merci, c'est vous vrai. aussi. C'est réel. C'était un épisode assez médiocre d'ailleurs, sans ton chien. Voilà. Et avec nous évidemment, la crinière la plus connue des Yvelines depuis Louis XVI, Raphaël Catogan d'Acruz. Merci d'être là. Merci à toi. Toujours fidèle au poste. Toujours fidèle à ma coiffure aussi. Fidèle au poste. Comme Braille. Bah oui. C'est superbe ce que tu viens de faire. Moi j'allais dire fidèle au poste comme des fils de Kiss Day, c'était un freestyle d'Alpha One pour Kana Kikit. Ok. Voilà, deux refs inégales. La tienne est meilleure finalement. Aujourd'hui, on le voit, on est content. Oh, il y a des grands sourires. On est heureux puisque nous accueillons aujourd'hui le créateur de Grunt. Le Fred Musa d'extrême gauche, on peut le dire, n'ayons pas peur des mots. Jean Morel, c'est peut-être la pire présentation du monde, mais sache que je suis extrêmement heureux que tu sois là. Bah, je suis trop heureux d'être là aussi. C'est encore mieux en vrai en plus. On sent qu'il y a vraiment de la vraie rigolade dans ces introductions, quoi. Il y a plus de rigolade avec ces toi. introductions évidemment, je les adore. Parce que là on est content. Ah, ça va être bien. Des fois on n'est pas content. Voilà, mais là on est content. C'est la rentrée, on est content. On n'est pas encore blasé. Ça me fait trop plaisir. Je suis trop content. C'est la meilleure rentrée possible. Merci de m'inviter. Alors évidemment, on va parler de toi et notamment aussi. Le prétexte pour te recevoir, bien sûr, c'est le Grunt Festival qui commencera demain, au moment où vous voyez l'interview. Donc on va en parler, bien sûr. Est-ce qu'il faut revenir sur Grunt ? Qu'est-ce qu'est Grunt ? Je ne sais pas, mais on va le faire. C'est là, en fait. Donc on est obligé de le faire. On va essayer. Mais non, mais c'est vrai que je faisais un peu ce parallèle malheureux avec Fred qu'on embrasse, mais c'est parce que le format star de Grunt à travers les années, c'est clairement le freestyle, et c'est vraiment un moment où je pense que c'est peut-être un peu le Planet Rap de la génération 1995 pour aller un peu vite, même si évidemment vous avez dépassé ce cadre-là. Et peut-être que Sandra, je crois que tu voulais un peu revenir sur les débuts de l'aventure. Ouais, carrément. Pour raconter peut-être brièvement la genèse du projet, je crois que ça démarre en 2011 à peu près, si je me trompe pas, dans ces années-là, qui est une période quand même intéressante parce que pour lancer un projet digital, en tout cas, il y avait tout qui était à faire encore. Oui. Mais il fallait y croire parce qu'il n'y avait pas d'autres exemples sur lesquels s'appuyer pour lancer un média, lancer un format. Justement, toi, c'était quoi la vision que tu avais à ce moment-là quand tu lances Grunt ? Bah en fait, je pense que je viens. Est-ce que tu avais une vision ? Assez peu. Je sais pas, franchement assez peu, mais il y avait quand même un peu des role models, parce que quand même Bouscapé pour le coup, même si c'était un site et pas directement encore sur vraiment les plateformes comme était YouTube et tout existait. Moi, je me rappelle qu'au début de Grunt, on hésitait à uploader les trucs sur Dailymotion et sur YouTube, tu vois, ce qui est quand même déjà intéressant. Donc il y avait vraiment, en effet, c'était le début de la course à l'échalote globalement du bail. Et c'était aussi le moment, je pense, où la vidéo commençait à devenir très importante. Exactement. Tu vois, nous, on l'a vécu à l'époque, la BFC, on faisait pas du tout de vidéos à ce moment-là, et on sentait que ça devenait le nerf de la guerre et que c'était un peu là que la bataille allait. Et on avait tous des réflexes dégueulasses de mettre ton logo en énorme, parce que t'avais peur de la faire voler. Oui, tout à fait. Et ouais, donc ça part de. En fait, je pense que ça vient aussi d'un truc justement des médias traditionnels, on va dire. C'est-à-dire qu'en gros, à la base, je voulais faire de la radio. Filmé, mais en fait c'était des émissions de radio en fait à l'origine, parce que c'était des interviews et après on disait du coup on va faire un freestyle à la fin, parce que à cette époque là tout le monde freestylait, c'est ça qui était trop cool, on mettait juste une instru, tout le monde rappait, et en gros on s'est dit par contre ça serait quand même pas con de filmer le freestyle, parce mais on devait même pas filmer la première en fait. D'ailleurs c'est filmé avec les yep, c'est catastrophique en termes d'image, mais donc du coup on est plus surpris par le truc, et on a mis des mois à le monter parce qu'on savait pas le monter, et en vrai c'est vraiment une inspiration traditionnelle. Je pense qu'on veut faire de la radio exactement comme pour le coup comme Light Rap existait. En fait, pour la première fois, on avait accès à du matériel qui pouvait te le permettre de le faire chez toi. C'était l'époque des 5D aussi, c'est ça. C'est la grande époque où tout le monde commence un peu à clipper de manière se démocratise énormément. On peut tourner partout, en fait. C'était ça qui était fou. Et est-ce qu'il y a eu un moment justement un petit peu charnière dans ce choix-là de passer de l'interview au freestyle et de mettre les efforts à ce niveau-là? Parce qu'on alors pour le coup c'est la liste d'audience. C'est-à-dire que tout le monde s'en foutait de mes interviews de merde, de début de trucs et tout, et que globalement ce qui les faisait kiffer, c'est qu'ils voyaient vraiment des têtes qui, mine de rien, faisaient quand même un petit peu de bruit à ce moment-là déjà, et que tu te retrouvais où tu comprenais pas ce qu'ils foutaient là autour d'une table dans un salon d'une coloc à rapper. Et en fait il y avait une espèce, tu sais, il y avait quand même c'était
toute petite scène, mais il y avait un espèce de truc un peu de gloutonnerie, de genre, il y avait des trucs qui sortaient tout le temps, et du coup, je pense qu'il y avait c'était presque même des débuts d'algorithme, en fait. Est-ce que tu peux rappeler qui était dans la première, peut-être La toute première, elle est tournée avec quelqu'un qui a changé de nom, James Legalize, qui maintenant s'appelle Ideal Jim. À la base, c'était de être avec Fix Pencil, donc Keroué et Vigi, mais Vigi n'avait pas pu venir parce qu'il était malade, donc il y avait Keroué, et donc il était avec L'Homme Pâle, et là, lui, ils avaient, je me rappelle très bien ce moment assez gueudin, parce que Keroué passe un coup de fil, parce que du coup Vigi est pas là et il appelle Nekfeu en disant vas-y gros ils sont dans 5 majeurs en plus à l'époque. Ouais c'est ça exactement ensemble, et ils sont en mode il manque quelqu'un autour de la table, est-ce que tu peux passer, et vraiment ce truc, enfin nous si tu veux, moi il y a quand même ce moment genre ah bah c'est quand même assez pratique parce que quand même déjà à l'époque Nekfeu ça veut dire quelque chose, c'est quand même très chouette que ce mec se pointe en last minute, et 1h30 plus tard il est arrivé et on les a installés autour de la table et voilà. Comment justement, peut-être parce que c'est vrai que si on parle du début, c'est peut-être même injuste qu'on vous associe tout le temps, tu sais, un peu à cette génération-là 1995, parce que t'as pas reçu que ces gens-là, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un peu ce lien-là entre Grunt et ce moment-là qui était un moment très important et intéressant, qu'on a tous observé, tu sais, cette espèce de nouvelle école, nouvelle génération du rap français, etc. Est-ce que toi, à cette époque-là, tu conscientises le fait qu'il y a potentiellement un mouvement? Est-ce que tu as l'impression d'en faire partie? Ou pas du tout, parce que tu sais, quand t'es jeune, t'as la tête dans le guidon, mais est-ce que tu te rends compte d'un truc qui est en train de se passer avec, bien sûr, les gens que t'as cités, Nekfeu, L'Homme Pâle, l'entourage pas très loin, Gizmo là, enfin, de toute façon, il est dans l'entourage. Tu as tous ces gens-là. Est-ce que tu le conscientises à l'époque? Fait, franchement, la question est parfaitement posée, sans vouloir faire de l'extrait de lèche, mais en vrai, la question est parfaitement posée parce que le motif, c'est... Je sens qu'il y a un truc qui se passe, ça je le vois. Mais en fait, on le voyait tous. Pas, tu sais, il y avait une espèce de truc, il y avait justement tous ces freestyles 5D qui sortaient, il y avait une espèce d'engouement et tout machin, tout un truc. Et en fait, moi j'avais ce truc un peu de rêve de travailler dans la musique, et j'ai toujours été passionné et fasciné par les gens qui étaient là au bon endroit et au bon truc. Et en fait, du coup, je me dis, mais là, je sais qu'il y a un truc qui se passe. Pour la première fois déjà, tu sais, c'est un peu miraculeux d'avoir le sentiment qu'il y a un truc qui se passe autour de toi. C'est vrai. Et donc, du coup, je me dis, là, en fait, ils sont trop stylés, quoi. Donc, j'ai trop envie d'essayer de faire un truc avec eux, parce que je pense que c'était vraiment le fond du truc. Et en fait, c'était encore à portée. Je pense qu'en gros, 2 ans, 3 ans plus tard, c'était plus le même jeu. Mais on était à ce moment-là. Et en fait, là où tu as absolument raison, et évidemment que c'est associé à ça, c'est que je pense que Grunt n'aurait jamais existé sans l'entourage. Et je pense vraiment que c'est eux qui ont changé ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui m'ont donné la déterre de me dire c'est tellement stylé ce qu'ils font que j'ai envie de les filmer. Ils ont toujours ça. Enfin, moi, je le revendique de ouf. C'est eux qui m'ont donné. Et je pense qu'en fait, ce qui est incroyable, c'est que eux, ils ont changé ma vie. Et d'ailleurs, je vous ai entendu déjà en parler, c'est intéressant, et je pense qu'on se rend pas compte, et maintenant on commence à avoir le recul, mais ils ont changé la vie d'énormément de gens en fait. Bien sûr, il y a c'est pas le plus gros succès commercial de tous les temps, etc. Par contre, il y a un espèce d'impact qui s'est passé avec ce moment-là en particulier, parce qu'en fait, je pense qu'il y a eu un espèce de truc bizarre, c'est que c'était un peu... À la fois, ils paraissaient incroyablement stylés et tout machin, mais il y avait une sorte... Ils étaient normaux de ouf. Ils étaient apportés... On est quand même à ce moment-là dans une espèce de période où genre on est vraiment au parangon du rap de... Tu vois, genre à ce moment-là, c'était qui entre Rof et Booba sont les plus chauds, etc. Les clips étaient incroyables, tu t'avais des bagnoles de ouf et tout machin, et ça te paraissait... Être rappeur, c'était un truc... C'était l'Amérique, quoi. Et t'avais ces gens normaux qui, en fait, je pense, ont libéré vraiment toute une génération de gens dans un sens de... En fait, on peut le faire. Et ça peut être juste une sorte de... on avait l'impression que c'était leur hobby de rapper, que c'était kiffant et qu'ils se faisaient ça pour se marrer, et que en fait ça a pris... le sport du dimanche matin. Exactement. Ouais. Et en fait je pense que du coup c'est devenu cool pour une période en plus où vraiment être le rappeur du collège et du lycée, c'était vraiment pas le truc le plus chouette du monde. Et en fait je pense que et en fait du coup ils étaient tellement cool qu'ils ont donné envie à toute une génération de se mettre à faire ça, je pense. Ouais, je pense qu'aussi et c'est là aussi où vous arrivez au bon moment avec le bon format, c'est le freestyle. Alors oui, c'est des gens autour d'une table, etc. Mais ça a déjà été fait. Oui, non, mais en fait, c'est le bon moment parce que les gens ont envie de revoir des gens rapper. Parce que moi, je me souviens des comparaisons à l'époque entre 995 et la section d'assaut. Or que c'est pas la même musique, etc. Mais c'est 2 collectifs parisiens, même l'entourage de la section d'assaut. J'en avais parlé avec eux à l'époque d'ailleurs où Sneezy disait qu'il avait écouté la section, etc. Et il y avait une forme de proximité, pas dans la musique, mais dans le côté il y a beaucoup de mecs comme ça qui sont en train de péra face caméra, et ça remettait aussi un truc de collectif, de groupe, après une décennie où c'était plutôt très plus individualiste, plutôt des artistes solos. Et là, on avait aussi franchement, la section, c'était pas la section, on adorait les vidéos Bouscapé, Street Live, etc., où tu les voyais rapper avec le sourire, etc. Et là, c'est ce qu'on retrouvait aussi avec une autre école de rap, mais et avec aussi des points communs, parce qu'ils avaient des rappeurs, des influences en commun. Et je pense que c'est ça aussi, c'est le freestyle arrive à un moment où on avait envie de revoir des groupes freestylés, tu vois. Et ce qu'on avait un peu perdu, je trouve, dans les quelques années auparavant, quoi. Où il y avait la performance, en fait, et le côté spontané qui était beaucoup plus mis en avant, tout à fait. On était aussi à une époque où c'était plus compliqué de créer un média qu'aujourd'hui. Déjà de le créer et encore plus d'en vivre. Grunt, ça se crée en 2011, on est en 2000.
24. Ça existe encore, plus que jamais même. Comment tu expliques ça? Et est-ce qu'il y a eu un moment où, je pense savoir qu'au début, pas du tout, mais où tu as commencé à réfléchir en termes de pérennité, voire d'économie, à un moment où il y avait très peu de médias rap qui avaient une économie. Il y avait Bouscapé, sûrement 2-3 autres, sur Skyrock, mais c'est pas la même chose, je parle de médias web. Nous, à l'époque, on est sur la BCDR du son, Rafi encore. Il n'était même pas question d'imaginer avoir une économie. Et Grunt, c'est quand même un média qui est un peu, je trouve, assez proche de la BCDR, même si vous avez ramené autre chose, mais dans certaines... bien sûr. Comment ça se passe à ce moment-là pour... tu vois qu'à un moment ça se professionnalise quelque part. En fait ça nous a surpris nous-mêmes. En gros, pendant très longtemps on avait vraiment une espèce de truc de toute façon on n'en vivra jamais. Donc on le fait parce que c'était notre side job quoi en fait. Et moi j'ai eu la chance, en fait il y a plein de choses, c'est qu'en fait en effet c'était impossible de fonder un média, c'était quand même une époque où on était moins dans le do it yourself qu'on est aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui tout le monde est sur un tuto et apprend à faire un truc tout seul, etc. C'était quand même techniquement maîtriser un 5D, même si ça paraissait mais fallait quand même savoir le faire. Moi j'ai jamais su cadrer, machin. Enregistrer du son, ça voulait dire quelque chose, c'était quand même donc déjà moi j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi dont c'était le métier, ce qui était fou. Donc en fait sans eux j'aurais jamais rien pu faire. Et donc on le faisait, mais on se disait on le fait pour rigoler parce qu'on sait le faire et qu'on a la chance de pouvoir tenter ce truc là, mais on n'a jamais pensé à autre chose que se taper des barres et essayer de faire un truc qui nous rendrait heureux et qui nous ferait marrer. Mais vraiment c'était l'activité périscolaire en fait. Vraiment c'était genre le mercredi après-midi, qu'est-ce qu'on peut foutre, on a fini les cours, on fait autre chose, tu vois. Donc on avait tous un boulot à côté et il y a même eu, je pense, un moment en fait de un peu de creux de Grunt, c'est-à-dire qu'en gros on s'est tous trouvé du boulot, on avait commencé un peu à grandir, etc. On avait quand même, en plus dans l'équipe, plus ou moins tous trouvé des boulots qui étaient des boulots qu'on voulait un peu faire. Moi j'avais la chance de travailler à Nova, et donc du coup j'étais déjà à la radio et je passais tous les jours, je parlais de musique, ce qui déjà était miraculeux, tu vois. Et donc du coup il y a eu un moment un peu où on est passé à côté de quelque chose, et en fait on a eu un peu je pense que c'est parce qu'on a appris un peu à tourner, à faire bien de l'image. On a eu pour la première fois des gens qui nous ont appelés en disant on a vu que vous filmiez ça, est-ce que vous voulez filmer tel truc. On a vu qu'on pouvait faire rentrer un peu d'oseille, et en fait c'est là où on s'est dit plutôt que de laisser ce truc un peu péricliter parce qu'on a réussi à avoir une carrière et tout, venez on arrête tout tous ensemble au même moment et on essaie de relancer le truc. C'était vers quand ça à peu près? Ça c'est 2020. Okay. C'est vraiment juste au moment du moment en fait du Covid. Le mec il lance une boîte quand il y a le Covid, c'est un mec à le sens du business de gens. Si tu savais, c'est mais ça s'est plutôt bien passé en plus. Mais c'est miraculeux. Moi je fais des crises d'angoisse que du coup j'ai vraiment demandé à partir la veille du confinement. Une idée de merde. Je me suis dit, gros, t'avais quand même un CDI. Qu'est-ce que tu viens de chez Nova, radio mythique, c'est vraiment n'importe quoi. Et en fait, et là, il y a eu deux éléments importants. Donc, on a pu réussir à tourner rapidement un ou deux trucs parce qu'on a eu des opportunités. Parce que là, à ce moment-là, mais en fait, il y a eu surtout un truc pour moi, qui est un peu le game changer de la deuxième ère de Grunt. C'est qu'on a le flair de ouf. Parce qu'on arrive et on a la chance d'avoir un accord de la FEV pour tourner la FEV. Et pour moi, je pense qu'en fait, tu vois, il y a eu un déclic début 2010, 2011, 2012 où on capte l'entourage. On a la chance d'avoir Alpha One qui vient dans quand même 3 ou 4 épisodes dans les 5 premiers, ce qui est déjà un truc de zinzin. On a eu la chance de filmer Nekfeu, mais en fait, avec la FEV qui aujourd'hui pour moi est un peu quand même le plus gros artiste, on va dire, un peu de cette nouvelle génération. Écoute, au moment où on enregistre, il vient de sortir un projet ce matin, il dit je suis la mascotte. Tu vois, donc c'est exactement ça. C'est aujourd'hui. Voilà, exactement. C'est qu'on le veuille ou pas, c'est le nom le plus exposé, celui qui arrive c'est le plus emblématique. Exactement. Donc et vous avez réussi à. Et en fait, donc c'est un moment où Colaf sort. Et on écoute ça entre nous, et on dit putain c'est trop bien produit, ça sonne nouveau pour nous, on trouve ça génial. Et en fait on lui envoie un message, et là je veux pas non plus parler en son nom, mais je pense qu'en fait ce qui s'est passé c'est que c'est le travail des 10 ans d'avant, et que je pense que lui il en a écouté, et que ça l'a amusé, et donc du coup pour lui c'était un truc qu'il avait envie de cocher à ce moment-là. Et en fait il a fait ce truc là. Puis après, il a totalement disparu médiatiquement, tu vois. Et je pense que il n'est pas revenu médiatiquement, je crois. Et donc en fait, c'est un truc de dingue parce que c'est la seule truc un peu filmé avec lui qui existe. Et on était et en fait, du coup, se sont engouffrés derrière lui tous justement ces espèces de cette nouvelle génération post-confinement, qui était un peu dans un laboratoire pendant 1 an et demi, qui faisait des sons, machin. Et en fait, du coup, on a redécouvert cette scène, on en est tombé amoureux. Et je pense qu'on a commencé à refilmer ces gens-là. Et du coup, en fait, je pense que vraiment, ce qui est dur pour être un média, c'est de garder un second souffle. Franchement, je commence à être une vieille personne. Et donc, il y a quand même un truc, faut rester dans le coup, c'est dur, quoi. Et du coup, ça inclut aussi pour toi de commencer à dire, il faut que j'ai des personnes plus jeunes pour commencer à passer le flambeau sur certaines choses aussi. Il y a eu cette réflexion. Ah ouais, en fait, il y a des gens qui sont arrivés. Quand on a commencé du coup à se dire vas-y on prend des bureaux, etc., on s'est dit tu vois, c'est là où quand même que je suis encore un peu traumatisé par la radio, et truc un peu premier truc qu'on a voulu faire, c'est faire une radio.
ce qui en fait ne sert à rien globalement, faut pas se mentir dans le monde actuel, mais on s'est dit voilà, on fait une radio, du coup il a fallu qu'on ait un ingé son. Et on a trouvé un kid incroyable qui s'appelle Mathéouche, et en fait lui il est arrivé et il était l'incarnation de cette nouvelle géné. C'est la première fois que j'ai commencé à avoir mes réflexes, c'est d'un peu de genre, je suis pas encore père, mais je pense que j'ai eu mal ça de voir vraiment ton gamin qui s'habille, et tu dis, je comprends plus comment tu sais, frérot. Mais il y a un truc, et donc lui il était vraiment full dans cette espèce de truc avec, et en fait il écoutait des tas de trucs de zinzin, c'est lui qui nous a fait, moi il m'a fait écouter Sur la Lune au tout début en disant c'est trop chaud, et en fait du coup tu te retrouves au contact des gens qui sont en train d'écouter les trucs, et je pense que c'est ça, c'est qu'en fait et en fait je pense que lui ça le faisait kiffer de bosser avec nous exactement pour la même raison que la Fève avait envie peut-être de faire un freestyle avec ses potes chez Grun, tu vois. En fait on aurait dû inviter Mathéouche, quoi. C'est lui. Moi j'ai plus rien à vous transmettre. Moi je fais de la compta maintenant. C'est mon activité. Sandra l'a dit, Média s'est créé en 2011, etc. Il y a eu différentes étapes. Le Grun Festival, c'est peut-être la dernière en date, en tout cas. C'est la 3e édition. Ouais. 3e édition. Ça vient d'où ça ? Parce que pour le coup, ça arrive aussi à un moment où il y a de plus en plus de rap dans les festivals. Mais on disait, oui, il n'y a pas forcément de festival dédié au rap. Alors, il y a eu Yardland dans une autre échelle. La première édition a eu lieu cet été, qui s'est, je crois, très bien passé. Alors, il y a le demi-festival. Demi-festival, absolument, t'as raison, ce qui défend une école de rap, absolument. Et Grunt, on défend presque, peut-être pas une école, mais en tout cas une autre forme de sensibilité, de génération. Comment vous avez voulu et décidé de vous lancer dans cette aventure-là, qui me semble être d'une autre difficulté encore. Ouais. Bah, en gros, typiquement dans cette phase un peu où on se dit on arrête tout, on travaille, on essaie de travailler pour faire en sorte que ce truc existe, en fait ça arrive pile au moment des 10 ans de Grunt. Et donc, à ce moment-là, comment on marque le coup, quoi. Bah voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, on a fait une teuf, vraiment une petite fête qui était à la station, qu'on a organisée un peu à l'arrache, machin, en mode, on va faire une fête pour les 10 ans de Grunt, on va voir, ça ramène du monde. Et trop sympa, tu vois, c'est là où justement il y avait un peu de relationnel avec les artistes, tu vois, il y a Wally qui est passé, il y a Sur la Lune qui est venu faire un morceau, il y a les SRAM qui est passé en surprise, et donc il y avait ce truc un peu de, en fait c'est cool, il y a quand même des gens qui sont là et qui sont un peu dans l'énergie du truc, on n'avait pas, tu vois, c'est vraiment des gens qui sont venus, bon on va fêter vos 10 ans quoi. Et on sort de ce truc là et on avait réussi à sold out la soirée, ce qui était pour nous paraissait déjà assez... T'avais jamais fait d'événements comme ça avant? Si, on avait fait des petits événements à l'époque qui sont assez marrants parce qu'on a fait des trucs au New Morning, et c'est marrant parce que je retombais un peu sur les line-up, mais on avait fait un New Morning, tu vois, par exemple avec Makala, la première partie de Makala était Jossman, qui ouvrait genre à 19h30. Le truc le plus big de cette soirée était Panama Bendé, tu vois. Et en fait, on a fait quand même croiser un peu des trucs où il y avait Miss Sizer et Wally qui étaient venus en concert justement quand ils avaient sorti leur EP commun. Junior, ça. Donc il y avait 2-3, il y a eu 2-3, mais c'était vraiment bancalos quoi. Tu faisais ça vraiment. Oui. Et donc on n'avait pas d'expertise événementielle, ça c'est sûr et certain. Et en fait, ce truc-là marche bien. Et là, à ce moment-là, je parle avec un mec qui s'appelle Anthony, qui lui bossait chez Alias, donc une grosse boîte de tourneurs, etc. Et qui me dit, mais est-ce que vous voulez pas essayer de tenter de faire un festival et tout machin ? Et en fait, on prend la décision juste après la fête. Et donc en fait, le festival est en septembre, c'est-à-dire 2 mois plus tard. Donc en fait, je me donne 1 semaine pour faire le line-up, je passe les coups de fil, les machins, le truc, et en fait là, ce qui était pratique, c'est qu'il y avait ce nouveau lieu qui s'appelle le Point Fort d'Aubervilliers, qui depuis est devenu un endroit où il y a eu beaucoup de méga teuf et tout, mais nous on a été la première exploit de ce truc-là, mais on est arrivé, on essuyait les plâtres, quoi. Et en fait, on a monté ce truc-là, et là, sur ce line-up-là, où je suis trop content, c'est qu'en fait, je trouve que si on re-regarde, je me rappelle plus de tous les noms de tête, mais si on re-regarde, c'est justement un peu le panorama de cette nouvelle génération post-Covid dont on parlait. Tu vois, il y avait des Winter Zuko, il y avait des Rilo, il y avait Luther, il y avait Runa, donc déjà l'écurie qui allait devenir Sublime et tout, qui était tous là et tout. Et en fait, ça a marché parce que du coup, on a eu le line-up que les kids de l'époque avaient envie de voir. Donc on a fait sold out très tôt, ce qui est quand même assez incroyable, surtout dans les économies de festival. Et du coup, on s'est dit, l'année prochaine, on y retourne. On l'a fait 2 jours, alors que le premier, c'était un seul jour. Et c'est là où on s'est dit, après, comme à chaque fois, on n'aime pas trop non plus répéter tout le temps les mêmes trucs, c'est là où on a pris la décision de faire un truc beaucoup plus gros cette année. Mais avec exactement la même philosophie, c'est-à-dire la moitié du line-up sont des gens qui sont vraiment en plein développement ou en train de commencer. Et en plus, ça nous a permis d'avoir notre propre lieu, donc de développer un peu notre philosophie, qui est par exemple qu'on a voulu mettre 2 scènes, il y aura 2 scènes sur le festival, mais qui sont exactement les mêmes. On veut pas qu'il y ait de hiérarchie entre une petite et une grande scène, et on les fait jouer en alterné, pour qu'en fait il n'y ait jamais de division du public. C'est-à-dire qu'en gros, si tu es quelqu'un qui fait 4000 streams par mois sur une plateforme et tout machin, tu vas jouer quand même devant l'intégralité du festival. Et ça nous permet du coup enfin d'élaborer un peu nos trucs de réflexion de comment on aimerait bien faire le festival qui nous fait kiffer. Et oui, après il y a
Et moi, tu vois, par exemple, et je suis content de voir aussi, parce qu'on parle de Yardland, mais parce que Yardland, tu vois, c'est là aussi la difficulté. C'est vrai qu'eux, ils arrivaient, ils avaient quand même cette première édition qui était incroyable. C'est-à-dire l'arrivée de ce line-up, c'était tout le monde en mode genre, ça y est, ils ont fait le truc de zinzin. Il se trouve l'annulation qui est horrible et tout, et qui, à mon avis, pour eux, a dû vraiment être un coup. Parce que franchement, quand tu bosses pour ces trucs-là et tout machin, l'objectif, c'est quand même de faire la fête, et que tu te retrouves à pas pouvoir la faire, c'est quand même dur. Et du coup, moi, je suis trop content pour eux, parce que. Et je trouve qu'en fait, ce qui est trop bien avec Yarn, c'est qu'il y a ce truc hyper complémentaire, en fait, je trouve, dans nos programmations. Et surtout, et en fait, quand on voit plein de festivals arriver autour et tout machin, il y a un truc qui est que, genre, ils sont archi légitimes, et c'est eux qui devaient le faire, ce truc-là. Complètement. Et je suis trop content pour eux, parce que là, visiblement, ils ont cartonné cette année, et ça, je suis trop content, parce que je trouve qu'il a mérité leur brand, quoi. T'imagines le run, voilà, je me suis enflammé, je vous ai raconté l'intégralité de. C'est super ce que tu proposes. J'adore ce que tu proposes. Question qui n'est pas une question piège, mais parce que c'est des discussions qui sont de plus en plus fréquentes, parce que tu viens de parler de programmation, dans le paysage rap depuis quelques mois, et je suis bien placé pour en parler. C'est toutes ces questions sur les médias rap, gentrification, etc. Et j'en parle parce que ça me semble intéressant. Moi, j'ai jamais répondu aux critiques publiquement là-dessus, parce que j'ose espérer que le travail parle plutôt que des tweets, mais peut-être que je suis naïf. Mais ce sont des critiques que plusieurs médias peuvent essuyer. J'ai pas l'impression que toi, jusqu'à présent, ou alors je me trompe, vraisemblablement été la cible de ce genre de critiques. Jusqu'ici, et tant mieux. Il n'y a pas trop de gens qui nous critiquent. Et tant mieux, tu vois. Mais tu vois, dans un comment dire, une question de programmation, d'essayer d'être exhaustif, les différentes sensibilités, etc. Quelqu'un de mal intentionné pourrait le faire aussi, pourrait se dire oui, finalement, c'est la nouvelle génération, la next-gen, etc. Et il y a tout un pan du rap, que ce soit aussi bien les anciens, que, tu vois, qui ne sont pas représentés. Et en même temps, tu n'as peut-être pas vocation à programmer tout le rap français. Ça peut aussi évidemment être des choix, des coups de cœur, aussi une volonté d'être complémentaire par rapport à ce qui existe déjà. Mais est-ce que vous réfléchissez à ça, cette histoire de programmation, et peut-être encore plus, j'ai l'impression, dans un moment où, quand tu es un média, une personnalité ou ce que tu veux dans ce milieu-là, qui a de l'importance, en tout cas de l'influence, je sens que tu es encore plus obligé d'y réfléchir qu'avant. Tu peux pas faire uniquement tes coups de cœur. Moi, c'est le sentiment que j'ai. C'est très observé, en tout cas. Exactement, c'est très observé, et il y a presque une importance d'y réfléchir en tout cas. Est-ce que voilà, toi tu réfléchis à ce sujet-là qui est, à mon avis, on ne peut plus d'actualité. C'est hyper intéressant. En gros, alors déjà, franchement, ce qui est assez dingue, c'est que on a été assez ménagé sur ces questions-là. Je pense pour une raison très simple, c'est que la plupart des artistes et la plupart des gens avec qui on a travaillé voient exactement comment on bosse, c'est-à-dire ils connaissent surtout la plupart du temps notre modèle économique et notre truc. C'est-à-dire qu'en fait, sur des questions de gentrification, etc. du rap, et donc les conséquences qu'on pourrait avoir médiatiquement, le fait de revendiquer tel artiste ou de pousser en avant tel artiste, ça, je pense qu'on est un peu protégé de ça, parce que je pense qu'il y a les gens qui voient le niveau d'abnégation et en fait, on perd de l'oseille quotidiennement pour essayer de mettre en avant des gens. Donc je pense que ça nous protège un peu. Internet ne le sait pas, ça. Ouais, peut-être. Je pense que si, je pense quand même que nous. J'espère. Peut-être. Mais tant mieux. En tout cas, t'as raison, puisque peut-être les milieux. En tout cas, au moins les gens qui sont peut-être des gens qui peuvent prendre la parole sur le sujet, etc. Ou des gens qui influencent le discours, on va dire, sur la musique. En tout cas, je pense conscience, ou en tout cas peut-être qu'il y a aussi un truc où on aura des gens qui prendront notre défense au cas où. Tu vois. Sur la programmation, c'est très intéressant. Moi, je fonctionne pas du tout sur une logique justement de réfléchir à qu'est-ce qu'on est en train de proposer dans une programmation ensemble, et on fonctionne plutôt au coup de cœur. Au contraire, c'est-à-dire que genre, je me suis jamais dit il faut qu'on programme ça, il faut qu'on programme ça pour que. Et en fait, je pense qu'en fait tout ça vient d'un truc, c'est que je crois et je l'espère, tu sais, parfois tu dis il y a des lignes éditoriales qui existent. Oui. Tu dis, bien sûr. Tu vois, comme on disait pour la radio, un truc que ça c'est un morceau totalement FIP. Ça c'est Télérama. Voilà, exact. Ça c'est Nova. Non mais bien sûr. Et en gros, je pense que du coup, mine de rien, il y a quand même dans ce qu'on défend musicalement une sorte de cohérence qui fait que ça nous permet, ça nous permet d'échapper un peu à ce truc, parce que tu vois. Moi, genre, je pense qu'autour de cette table, on va tous être pareil. Mon été n'a pas été un Brad Summer, mais ça a été un TH Summer à 2000%. Je n'écoutais que ça, quoi. Ah non, moi, c'était un Jungle Jack Summer. Ah bah ouais, je sais quel projet. Voilà. Mais TH, c'était un Jungle Jack Summer. C'est un incroyable projet. Mais en gros, tu vois, et TH, genre, je suis fasciné par cette musique-là. Parce que je la comprends pas, qu'il y a plein de trucs qui. Et en même temps. Des codes, et en fait,
moi j'ai vraiment un truc de tout ce qui nous paraît nouveau et du coup un peu intéressant. Et pour moi, il y a pas eu de, je pense qu'il y a quand même un truc avec le texte. C'est compliqué de définir une édito. En fait, là, je réfléchis. Il y a quand même un truc avec le texte globalement dans notre programmation, c'est qu'on aime. Il y a un truc autour de l'écriture, de la rime et tout machin qui est quand même un truc un peu central. Et en fait, on aime bien les trucs un peu aventureux et innovants. Donc c'est vrai que c'est pour ça que cette nouvelle génération nous a beaucoup parlé. T'aimes les trucs avant-garde depuis toujours. Bah ouais, mais non, parce qu'en même temps, on commence avec l'entourage, tu vois, qui est quand même un truc revivaliste. C'est ça qui est paradoxal. Je suis d'accord, mais à l'époque, il y avait un truc de fraîcheur malgré tout. C'est ça. Voilà, il y avait de la fraîcheur parce qu'en fait, évidemment, ils réinventaient pas la roue, mais moi, franchement, quand je les vois arriver, et j'ai peut-être 25 ans à cette époque-là, tu vois, j'en ai pas 15, je trouve ça trop bien parce que ça me ramène un truc, tu vois, même si les projets, au final, m'ont plus déçu qu'enthousiasmé, mais là, leur arrivée, c'est ça. J'étais chaud. J'attendais la source. J'ai l'impression que la différence avec ce qui peut se passer aujourd'hui des nouveaux médias qui arrivent, c'est que toi, vous n'avez pas eu besoin de verbaliser justement notre ligne édito, c'est ça, et que c'est plus allé de manière instinctive justement par rapport au coup de cœur. Ce qui n'est pas le cas de tous les médias, parce qu'il y a, en fait, c'est peut-être ça le flou qui cause ce genre de débat aujourd'hui, c'est qu'il y a des médias qui veulent représenter tout le monde, et qui forcément ne peuvent pas le faire, donc c'est reproché. Et il y a d'autres médias qui vont plus au coup de cœur, au feeling et aussi à la personnalité des gens qui l'incarnent. Donc toi, tes obsessions, on a chacun nos obsessions en fait, et c'est ça qui est intéressant. C'est peut-être là où il faudrait creuser pour les nouveaux médias, c'est peut-être de définir cette ligne édito de manière un peu plus claire. Tu vois. Ouais, peut-être, ouais. Absolument. Mais, et en même temps, c'est très juste parce que tu vois, et en même temps, il y a eu justement dans on va dire, ce tournant d'une décennie à l'autre, il y a eu des trucs qui ont commencé à apparaître qui avec des lignes d'édito très précises. Tu vois, des trucs comme un 863, etc. C'est des trucs super précis, tu vois. Midi Minuit, par exemple. Exactement. Et là, tu t'arrives à identifier vraiment. Et moi, je trouve ça. Alors après, t'as aussi un truc quand même d'audience, je pense. C'est-à-dire que nous, mine de rien, là, on est un peu à un tournant un peu intéressant parce que quand même, ça devient, je crois, un peu un événement quand on met en avant un artiste à travers un freestyle et tout machin. Mais on n'a jamais eu, tu vois, à mon avis, la réflexion éditoriale que doit avoir un Bouscapé, qui du coup sur lequel tout le monde se cristallise parce que du coup c'est eux, on va dire le vaisseau amiral du rap français, c'est eux, tu vois. Donc quand ils prennent position sur un truc, donc en fait eux tout doit être vachement plus décrypté, scruté que nous. Nous, on s'éclate, tu vois, on met un Jola Green au milieu des avions, on vit notre meilleure vie parce qu'on sait qu'on le trouve trop fort, mais et voilà, et c'est juste cool, Grunt a dit que c'était chouette et puis ça suffit, tu vois, donc c'est assez marrant. C'est cohérent en fait avec un truc que tu disais il y a 1 an et demi de ça chez Nifa. Où tu disais que pour toi le rôle des médias, c'est si un média aime quelque chose, il doit parler de ce qu'il aime. Le rôle d'un média, c'est d'être le lien entre les artistes et ceux qui les écoutent. La mission de ces gens-là, c'est de trouver les moyens de faire en sorte que les gens que tu aimes, tu puisses les faire connaître. En fait, j'ai la sensation vraiment de la ligne éditoriale qui a ses limites, je pense. Bien sûr. Mais qui est une ligne éditoriale finalement qui est cohérente en fait avec ce que tu expliques là sur le fait que voilà, pour vous en fait cette manière de programmer en fait c'est ça quoi. Quelle limite tu vois toi là-dedans? Sur le truc des médias, mais ça concerne pas Grunt, ça concerne grande réflexion globalement sur les médias ces dernières années. On parle beaucoup de médias rap, etc. On parle beaucoup de médias dans le sens où effectivement, et je suis d'accord avec toi sur cette définition d'un média, c'est un liant, c'est-à-dire quelque chose qui fait le médiateur justement entre le public et les artistes. Mais du coup, on parle plus de journalisme. On parle plus de produire du discours, ce qu'on essaye à notre échelle de faire dans le code review, je pense, justement, en proposant de la critique musicale. Et là aussi, il y a une limite, c'est-à-dire, je trouve qu'il y a un biais, c'est-à-dire que le public aujourd'hui, quand il parle de critique, il attend à ce qu'on veut des insultes. Exactement. Et c'est d'ailleurs une critique qu'on nous fait souvent sur cette émission. On dit mais attendez, mais on défonce pas assez les artistes. Vous n'êtes pas assez méchants, vous dites pas. Alors qu'on essaye pendant 30 minutes de nuancer, justement. Et ce qui est étonnant, pardon, je t'ai coupé, je suis désolé, parce que on en a déjà parlé en plus en off, c'est que c'est des critiques qu'on n'avait jamais à l'époque dans No Fun, où pourtant le ton était a priori le même, mais j'ai l'impression que les années passant, les gens ont envie, veulent encore moins de nuances, tu vois, et veulent encore plus de... Soit c'est masterclass, soit ça pue la merde, c'est ça, globalement. Il y a, si tu dis que c'est un peu décevant mais qu'il y a 2 morceaux qui t'ont plu, tu fais de la langue de bois en fait. Exactement. Quand je dis critique, en fait c'est ce qu'on appelle de manière noble de la critique artistique ou culturelle, c'est-à-dire de produire du discours qui peut être positif, qui peut être négatif, peu importe, mais de produire du discours, c'est-à-dire un positionnement éditorial, c'est-à-dire au-delà de la filiation artistique tu vois, que tu peux avoir et qui est, je pense, identifiée chez Grunt, qui est identifiée, on le disait, chez 1863, Midi Minuit, etc. Tu sens qu'il y a une sensibilité qui est défendue, qui est mise en avant. Et chez tous ces médias-là, par exemple, mais chez beaucoup, il y a plus beaucoup de
journalisme, c'est-à-dire de proposer du point de vue éditorial. Voilà, c'est ça que moi je pense qu'aujourd'hui on est dans l'ère du journalisme de recommandation, c'est ça, dans l'ère du journalisme d'analyse musicalement. Et en effet, et donc nous ce qui est cool, c'est que comme on a été un peu que ça depuis le début, en fait on a continué à surfer sur ce truc. En fait moi c'est-à-dire que le rapport à la critique aujourd'hui dans le journalisme musical, j'entends. Et vous avez fait d'ailleurs une très bonne émission dessus. C'est gentil, mais en fait on s'est posé ces questions-là, mais en fait moi de mon point de vue il y a aussi une forme un peu d'hypocrisie de notre part à faire ça, tu vois, parce que quand même globalement nous on se mouille quand même très très peu, tu vois. La ligne éditoriale c'est on ne parle que de ce qu'on aime. Quand tu fais ça tu prends pas trop de risques en fait fondamentalement. Mais il n'empêche qu'il y a une vraie disparition de ce truc-là, alors que justement l'ère. Ce qui est drôle, c'est que de l'ère de l'époque dont nous on vient est l'explosion, on va dire, du journalisme web ne naît que de la critique. Moi j'ai des souvenirs des trucs comme Audimat, etc. C'est ces espèces de grandes tablées où genre on prenait un disque et on s'autorisait à pouvoir et en plus on jouait notre vie sur le ring, c'est-à-dire que vraiment la manière dont tu allais trouver de la terminologie pour mieux défoncer le scud ou dire que c'est de la frappe, et en fait c'est ça qui a beaucoup plu un truc. Et aujourd'hui mais parce qu'en fait je pense aussi que mine de rien ces discours un peu difficiles et tout ont été remplacés par cette espèce de flow global des réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Et que du coup, en fait, comme t'as déjà tellement de discours de haine et de somme partout, ça oblige un peu parfois à dire, bon, est-ce qu'au moins dans les autres trucs qui sont un peu filmés, un peu responsables, on peut le faire avec un peu de douceur et d'intelligence. Mais nous, c'est vrai que là où par rapport à nous, on prend... en fait, parce qu'en fait, ça me fait réfléchir ce que tu dis. C'est tu vois, la définition que je donne chez Nifa, elle est intéressante parce que du coup, pour moi, c'est même pas vraiment. des fleurs, le mec. Non, mais c'est pas vraiment. Non, justement, pas dans ce sens-là. C'est vraiment pas une ligne édito en fait, de dire genre, moi, je suis à le côté de le lien entre quelqu'un qui écoute et qui en parle. Ça, mais en même temps, mais ce que tu dis dans ce moment-là, il est quand même. Moi, je le trouve intéressant. Je vois ce que veut dire Raphaël, mais là où tu l'as dit, moi, parce que je me souviens, j'avais regardé l'interview. Et d'ailleurs, tu l'avais déjà dit, je crois, ailleurs, dans une interview que toi, tu avais donnée tu avais interviewé quelqu'un, tu l'avais dit, c'est qu'en fait, le rôle d'un média, en tout cas, c'est aussi de parer de quelque chose, peu importe l'audience. Parce que je pense qu'il y avait aussi ça derrière ce propos-là, c'est que effectivement, on est aussi dans une ère où en tant que média, c'est quoi la nouvelle sensation, c'est quoi le nouveau truc qui va marcher, etc. Et pour le coup, Grunt, on peut pas vous reprocher d'avoir joué ce jeu-là, même si parfois vous avez parlé de gens qui ont du buzz, encore heureux, mais je veux dire, il y a toujours ce truc-là de je vais faire une interview, tu vois, parce qu'on parle de la partie freestyle, moi je regarde aussi évidemment tes interviews, etc., qui sont de très bonne qualité, et souvent tu vas avoir des gens avec qui tu as envie de parler, et ça fait pas 300 000 vues, mais c'est pas très grave, tu vois, enfin j'en sais rien. Non, mais le ratio, en tout cas le ratio travail, montage et tout machin, on n'est pas dans le... on dérange pas les top. Mais moi en fait, c'est aussi comme ça que je comprends cette phrase-là. C'est si j'aime quelque chose, j'en parle, peu importe du nombre de likes, de retweets ou de vues que je vais avoir. C'est en ça que cette situation, elle est... Moi, j'avais pris ça comme ça à l'époque. Bon, Raph, il est plus intelligent, donc il voit d'autres choses, il lit entre les lignes. Mais voilà. Mais non, mais parce que c'est vrai que pour le coup, j'ai quand même aussi vu de la cohérence avec tout ce que disait Jean aussi, tu vois. Mais non, parce que ça, c'est fort, parce que vraiment, je pars dans tous les sens. Donc, merci de faire au moins la synthèse de mes propos, parce que moi, j'arrive pas moi-même. Heureusement que t'es là, quand même, pour faire les comptes rendus. Est-ce que tu vois encore Grunt comme un média underground aujourd'hui ? Je sais pas, c'est une très bonne question. Putain, je sais pas. En fait, en tout cas, ma réponse va être le truc que je redoute le plus, parce que je l'ai vu. Moi je l'ai pensé parfois, ce truc c'est genre à partir du moment où quelqu'un parle de quelque chose, merde, ça devient nul, tu vois ce que je veux dire. Cette peur là elle me tu vois genre le fameux de la ligne édito, genre mais ça c'est un truc pour c'est quand le truc est déjà périmé, ça c'est hyper flippant, donc j'ai vraiment pas du tout envie qu'on devienne ça. Underground, je sais pas, mais en fait ça vient un truc où en tout cas on s'est offert le luxe dans notre méthode de travail et tout de pouvoir continuer à s'autoriser de dire dès qu'on trouve quelque chose on le tourne, donc du coup faut juste pas perdre, je pense, l'appétit pour trouver des trucs bien, parce que pour le coup ce qui commence à filmer des trucs qui font peu de vues mais qui sont nazes, là, au bout d'un moment ça va devenir un peu compliqué. Il y a plus de plaisir là. c'est pas terrible, c'est on perd beaucoup d'argent à filmer des gens complètement catastrophiques, mais non, je pense qu'Underground, en fait qu'est-ce qui est vraiment encore que l'underground, c'est un peu ça le truc, tu vois. C'est une vraie question, c'est un peu, on avait fait une émission sur la mort du mainstream, c'est un peu la même question, est-ce que si le mainstream meurt, est-ce que l'underground est pas aussi mort, et il y a autre chose. Moi j'ai un peu l'impression que maintenant il y a des gens qui se disent underground juste parce qu'ils ont uploadé sur SoundCloud, tu vois, c'est pas suffisant. Moi c'est plus les trucs de je pense qu'il existe encore un underground en fait, et je pense qu'on sort un peu d'une période quand même où
y a eu beaucoup de musique très innovante au début de la décennie, c'est beaucoup répété et est devenu un peu pénible parce que vraiment le début de la décennie des années 2020 pour moi a été extrêmement intéressante dans le métissage qu'a été le rap et dans l'ouverture qu'a eu le rap à ce moment-là, à essayer de poser sur tout ce qui était possible et imaginable. Donc du coup on a eu des airs un peu moins probables, genre pendant 6 mois la Jersey était cool, pendant 2 mois machin truc. Tout à fait. Mais là en fait ça faisait longtemps que j'avais pas entendu des projets qui m'avaient tu sais où je me dis tiens ça sonne, tu vois, la TH encore une fois moi je suis interloqué par ça. Bien sûr, c'est un truc tu vois, on va dire, je pense qu'il y a aussi une musique post-Laylo en fait qui existe beaucoup chez toute une génération. Et donc tu vois, il y a des disques qui sortent aujourd'hui où on sent qu'on arrive au bout de ça, mais je me demande quel va être du coup un peu le. Donc je pense que l'underground va venir parce qu'en fait c'est ça qui est incroyable avec cette notion, c'est qu'en fait c'est tout ce qu'on nous on va essayer d'analyser comme étant des gens en essayant de trouver normalement la suite logique devrait être, ça va être totalement différent. C'est imprévisible bien sûr. Mais je pense que en tout cas là ce moment un peu blip électronique et tout machin, je pense qu'on a un peu atteint les limites du truc parce qu'en fait du coup ça permet notamment à beaucoup de kids de découvrir la musique électronique. Finalement est-ce que le truc initial n'était pas le truc qui m'intéressait le plus dans ce truc là mais mais pourtant par contre c'est là où je pense qu'on va rester toujours un peu connecté avec ce truc, mais c'est un peu cette obsession de pas comme Teki parce que lui c'est juste il veut écouter le truc le plus, tu vois, il voulait toujours écouter le truc mais moi j'ai toujours adoré essayer d'analyser quels allaient être un peu les mouvements et en gros essayer d'anticiper un peu quels vont être les nouveaux trucs. Là je pense qu'en fait le rap est en train de vivre un truc assez particulier et je pense qu'en fait il est presque sociétal à l'échelle de l'Europe et de la France. C'est qu'en fait je trouve que moi il y a un truc qui est très analysable en ce moment, c'est la reconnexion des diasporas avec, en fait c'est la déconnexion qu'on a avec les États-Unis. Je trouve qu'elle est vraiment en train d'arriver et qu'on est en train de la découvrir, et je pense que le rap américain, moi je le trouve vraiment moins intéressant et moins pertinent qu'avant, et il y a surtout on n'a plus cette espèce de truc c'est d'une fraîcheur infinie, un truc, et je pense que les diasporas, les gens qui ont aujourd'hui entre 20 et 30 ans sont en train d'avoir une reconnexion extrêmement importante avec les endroits où ils ont grandi. Donc ça peut être, et notamment beaucoup d'une population notamment de l'Afrique de l'Ouest pour moi qui a une grande importance, même une reconnexion, tu vois, aujourd'hui où quand on voit des projets comme des Danil, comme des Tif, comme un certain nombre de trucs où on réentend de la musique qui va chercher un peu dans des sonorités qui sont des sonorités qui viennent de musique qui n'est pas importée, on va dire, directement de la civilisation occidentale, de la grande industrie musicale, etc. Et je pense que ça c'est en fait en train d'ouvrir des paramètres qui font qu'on va avoir de la musique différente. Moi j'ai hâte de découvrir, tu vois, je pense qu'en fait la prochaine grande révolution ça va être qui va être le Burna Boy français ou le Ayra Starr français, et avec du coup en plus cet héritage rapologique français de ouf, où en fait il y a moyen qu'on arrive à avoir des rappeurs de ouf sur ces sonorités là, tu vois, pas le moment de genre je suis dans un album et je vais faire une zumba et je vais inviter au Malais, mais le moment genre ça va être ma DA. En tout cas on cherche éternellement à comprendre c'est quoi la suite, tu vois, et parce que ça pour le coup je pense que j'ai encore cet appétit malgré mon grand âge. J'aimerais bien être là au moment, j'aimerais bien le mais après on conclura, mais tu parles souvent de ton grand âge, t'es pas si vieux que ça. Ah, ça y est, frère. C'est dans la tête. Paraît-il. Tu vois. Paraît-il, mais je commence à pratiquer des sports de vieux. Tu sais, Young Jeezy, il a enlevé le Young très tard. Voilà, il avait 40 ans. T'es Young Moral toujours. Young Moral. Jeune Elfie. C'est vrai, Jeune Elfie. C'est une très bonne référence. Voilà. Merci pour cette référence. C'est mieux que Young Jeezy d'ailleurs. Puisque personne n'écoute Young Jeezy. C'est vrai. On fait des rêves, putain. Bref, c'est pas vrai. Album préféré de Young Jeezy? 101. 101? Ah ouais, 101. Quand vous faites ça, c'est hyper impressionnant. Ce moment, toi tu vas me sortir de Recession, toi. Ouais, j'allais dire The Recession. Moi c'est 101. Moi je préfère The Recession. Ouais. Il met une petite angoisse parce que tu dis t'as pas envie que ça t'arrive. Voilà, ça va t'arriver, mon petit pote. Ça me fait super peur. Premier EP de Framal. Ah, y'a personne. Je veux pas jouer. C'est ça votre Jean Morel. Trop dangereux de jouer avec ça avec vous, malheureux. Bon, Jean, c'était un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Vraiment. On rappelle évidemment donc le Grun Festival. Bon, c'est demain. Il y a encore des. Enfin, peut-être que c'est sold out, je sais pas, mais ou peut-être pas. Donc, il reste. On enregistre. Il reste quelques places. Allez-y si vous voulez, voilà, vivre un beau moment de fête et de communion. Et Jean, il sait faire la fête. Ah ça. Et il sait hoster des fêtes. T'as arrêté dans le club d'ailleurs. T'as arrêté. Ouais, j'ai arrêté dans le club. Ok. Mais du coup, est-ce que toi, c'est sur un ton plus personnel, il y a il y a un festival déjà, c'est déjà pas mal. Tu fais un festival, mais est-ce qu'il y a des choses que tu prévois ou c'est encore en confidentiel? Moi, de plus en plus dans la vie, je m'intéresse, je crois, un peu plus au format long. Du coup, j'avais envie de continuer à essayer de faire un peu des formats plus docu, plus écrits sur le long terme et tout machin. Donc c'est un peu ça qui m'intrigue en ce moment. Et
fait, c'est ce que vous faites déjà aussi. Enfin, tu Ouais, en parles de ce choses moment. comme tu as fait autour de Meryl, par exemple, ce genre de choses. Ouais, ça pour le coup, c'est pas moi qui l'ai réalisé. Grand Paris, par exemple. Voilà, peut-être. exactement. Des trucs un peu comme ça. Là, enfin, il y a, on aura le temps d'en parler parce que je pense qu'il est trop tôt pour que je puisse en parler, mais du coup, il y a d'autres films qui arrivent. Ok. Et voilà, et c'est ça qui m'intrigue. J'aime bien passer du. Parce qu'en fait, comme mon rêve fondamentalement était, comme je le disais, de traîner avec des artistes, parce que finalement, le meilleur moyen n'est pas de faire des documentaires sur eux. Voilà. Ouais, Et là, tu produis du discours. Tu fais du documentaire, tu fais des soirées, Voilà. des interviews. Tu peux vivre ce lifestyle, tu peux Bien tourner. sûr. En plus, tu peux tourner ivre, ce qui est hyper pratique. Bel exemple pour les jeunes. Voilà. Dans l'émission consommer avec modération. d'avant, Manuké a conseillé à tout le monde d'arrêter l'école. Et là, Jean conseille à tout le monde de se bourrer la gueule. Bah écoutez le code review. C'est Voilà. C'est ce que je peux vous dire. On finit rapidement, s'il vous plaît. Là, ça va être là l'interro, mais Ok, je vas-y. finis avec toi. Un coup de cœur, quelque chose que vous écoutez en ce moment qui vous plaît. Bah, ça va je vais faire court. Oui, mais bon, tu peux y Je développer un peu. je retrouve beaucoup de similarités avec ce qu'a dit Jean Morel dans l'obsession de trouver la nouvelle sensation. Bah oui, toi, bien sûr. Je suis un peu obsédée par ça. Et moi, il y a un gars que je trouve trop fort parce qu'on dirait qu'il marche sur l'eau en ce moment. C'est Kiked. Oui. C'est un jeune rappeur du 93 qui, lui, emprunte tout ce qui se fait aux États-Unis et il s'en cache pas du tout. Mais il apporte vraiment une complexité dans ses flows. Il est super inventif. Il a toujours le gimmick qui va rester en tête. Et je le trouve juste trop fort. Voilà, et Kiked, il a sorti un projet qui s'appelle Participe. Ouais. Il y a La Fève, Shérif Lazone, Gapman dessus. Voilà, là je sens qu'il se passe quelque chose autour de lui. Je pense que c'est un mec à suivre. Très bien. Raph, Moi, j'écoute beaucoup de R&B en ce moment. Et j'écoute toujours, hein. Ah ouais. Quel t'écoutes Lucky Day. toi. J'écoute Lucky Day. Moi, je te connais pas. Algorithm Lucky Day, album fabuleux. Voilà, écoutez ça, c'est trop bien. Quelle tenue quand t'écoutes ça globalement? Bah, le peignoir en c'est soie, le peignoir, hein, c'est le peignoir en soie ou... C'est ça, ouais. Il voulait dire autre chose. Et puis Il a dû se raviser. Vous avez envie de se Ah lâcher. bon, nous on a créé un personnage. Hein. J'attends la faute de Raphaël Lacroute un jour, mais bon, non. Moi, classique, hein, j'en ai pas parlé sur mes réseaux, mais moi, Jungle Jack, hein, c'est vraiment c'est ma dernière claque Incroyable. en rap français. Pareil. J'ai beaucoup écouté ça. J'ai écouté ça avec Ash Cobain au mois d'août essentiellement, rien à voir. Mais Jungle Jack, ouais, je trouvais ça très fort et beaucoup. J'ai vu des gens qui m'ont dit ouais, je préférais le volume 1, etc. Je trouve que les gens pinaillent. Franchement, j'ai trouvé le volume 2 mort. Ouais, Je crois que les savourons les déjà. feats sont mortels. C'est incroyable. C'est trop bien Le que ça feat, existe. pour le Souffrance, c'est incroyable. Ouais. Moi, j'aime beaucoup le feat avec Alpha. Bah oui, c'est génial. Franchement, le coupé d'Alpha, il est tout en nonchalance, fastoche, Fastoche, tu vois, mais bon, c'est mais Alpha One, quoi. magnifique. Non, Myro, bref, Ouais. quand t'invites Myro Souffrance Alpha One, il faut être sûr de ton karaté. Exactement. Comme a dit B2 sur Twitter. Et je trouve qu'il est. Enfin, il a raison. Et c'est bien produit. Bref, ça tue. Donc, Trop bien. bête de projet Jungle Jack, vraiment, allez écouter ça. Genre, est-ce qu'il y a un truc comme ça Genre- En fait, t'as déjà dit TH. Il Ouais, mais il y a deux trucs que j'écoute en ce moment que je trouve super. Il y a un mec qui s'appelle Nobody Likes Birdie. Ah oui. Ah bah oui. Je trouve que là, pour De le ouf. coup, il y a du texte, il y a de la rime. J'aime bien l'univers. Je trouve ça bien glacial et tout machin. Et il y a un mec, mais je pense que vous connaissez déjà, qui s'appelle Sko. S-K-O-W. Moi, je connais pas. Non. Et il a Sandra ne connaît pas. Ah voilà, c'est très chaud. Oh, Quentin. aïe. Là, j'ai il a un moment. morceau qui s'appelle Requin. On coupera ça au montage. C'est pour ces J'ai une réputation, je peux pas me permettre. Il y a alors là, c'est compliqué à définir, mais je trouve qu'il y a un truc où il s'intéresse. Il pourrait poser sur du DJ Mehdi. En fait, il y a un truc un peu genre avec un univers un peu. Raphaël Lacroute, un hein. peu- Voilà, un on peu est fun. convaincus, qui scintille, là. Un peu funk, un peu électronique. Il a un morceau qui s'appelle Requin, un autre morceau qui s'appelle 1-1. Je sais pas, je trouve qu'il se passe un truc, il fait des clips avec des collages. Franchement, c'est, je sais pas pourquoi je suis un peu tombé dessus. C'est Romain Garcin qui m'en a parlé d'ailleurs. Ah, C'est lui bah, qui m'a dit, écoute ça, Ah, c'est quelqu'un stylé. de goût. Et quelqu'un de goût. Esquisse qui m'a ensuite envoyé un message 2 jours plus tard en disant écoute ça, c'est de la frappe. Et j'ai écouté grâce à ces deux personnes et je trouve ça hyper bien. Trop Il y bien. a une vraie énergie et je trouve que ce mec-là, en tout cas, je vais suivre de très près ce qu'il s'apprête à faire, mais je sais pas, il y a un embryon de quelque chose qui peut être vachement bien. Trop cool. Écoute, c'était superbe. Ah, On oui. va boire des bières. C'est absolument ce qu'on va faire. On va aller au concert de Isha Elim Ah bah maintenant. c'est parti. On y va, passe. tous les gars. Allons-y. Merci, à dans 2 semaines. Salut. Salut.